Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13 h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous dédié aux thématiques d'investissement responsable ou durable donc de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous reviendrons sur cette notion d'engagement, alors d'engagement actionnarial, engagement des fonds, mais de manière plus générale d'engagement lorsque l'on est associé à une société. Donc cela peut être par du capital ou par de la dette. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Kim Nguyen, le président de Kermit. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'évolution de la réglementation en matière de crowdfunding, une réglementation européenne qui fait évoluer le statut donc des plateformes de crowdfunding au niveau européen va bientôt rentrer en application. Cela suppose que les plateformes françaises, mais aussi l'intégralité des plateformes européennes, se mettent au diapason de cette nouvelle réglementation. Et tout ne se passe pas comme prévu. Nous tenterons donc de comprendre avec deux représentants de plateformes de crowdfunding comment se préparer à cette nouvelle réglementation. Nous aurons donc le plaisir de recevoir Mathilde Iclanzan, directrice générale de Wised, mais aussi Joachim Dupont, PDG et cofondateur d'Anaxago. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement responsable ou durable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique de plus en plus présente pour tous ceux qui possèdent des actions ou des titres de dette au sein d'entreprises, et notamment de grandes entreprises françaises. C'est cette notion d'engagement, d'agir pour tenter de changer la stratégie d'une entreprise. Les deux derniers exemples en date sont effectivement les assemblées générales de Total ou encore les décisions qui peuvent être prises actuellement au niveau d'Orpea. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kim Nguyen, le président de Kermit. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine. Kermit, je rappelle rapidement, qui est une société de conseil en investissement responsable. Cette notion d'engagement, vous la constatez. Alors moi j'avais l'intention de parler d'engagement actionnarial. On discutait 2 minutes avant cette émission. Vous me disiez mais non, c'est beaucoup plus large que ça. Il faut peut-être revenir sur cette notion d'engagement. C'est-à-dire qu'en fait on ne va plus seulement choisir la société qu'on considère comme bonne ou mauvaise élève et décider d'investir dedans, on va tenter de changer la stratégie ou d'adapter la stratégie d'une entreprise à ses valeurs. Exactement. C'est vrai que dans l'investissement responsable, quelque part, il y a deux volets. Il y a le volet dans la responsabilité de savoir où va son argent, qui est le volet de fléchage, savoir où va effectivement où on place ses sous. C'est à ça que servent les labels, la classification européenne. Et puis, il y a un volet quelque part plus actif, sans aller vers même l'activisme, même Bien pour sûr, en parler, oui. mais il y a un volet un petit peu plus actif qui est de dire, effectivement, à partir du moment où j'ai prêté mon argent, où j'ai acheté une entreprise en achetant des actions, effectivement, j'ai voix au chapitre la stratégie. Donc, comment je peux peser et faire évoluer dans un sens qui est conforme à mes valeurs ou qui me semble durable. Et ça, c'est un volet qui est souvent mal compris, souvent aussi qui a mauvaise presse, mais qui évolue de façon assez importante. La présidente du label ISR en parlait récemment sur votre plateau, je crois, et c'est intéressant que ce soit mentionné à ce niveau-là. C'est une tradition plus anglo-saxonne qui n'est pas tellement encore ancrée en Europe, mais qui arrive et qui se développe. Et comme vous l'avez évoqué, effectivement, on a des cas assez emblématiques, malheureusement, qui n'ont pas bonne presse, ce qui se passe avec Total ou ce qui se passe avec Orpea, mais c'est que la partie immergée de l'iceberg. Il se passe énormément de choses. Oui, parce qu'en fait, on a coutume de penser en matière d'ISR, et vous avez mentionné effectivement la réforme potentielle, enfin la réforme à venir du label ISR, même si on ne sait pas exactement quelle forme elle prendra. On a coutume en fait de décider quels sont les bons ou les mauvais élèves à partir d'une notation et de considérer qu'il faut investir que dans les bons élèves. L'engagement, c'est différent, c'est-à-dire que potentiellement, si je reprends l'exemple de Total ou Orpea, l'actualité récente a montré qu'effectivement ça pouvait aller à l'encontre d'un certain nombre de valeurs, que ce soit humanistes ou écologiques. Et là, on voit des sociétés de gestion, alors pas que, mais des sociétés de gestion qui sont au capital et qui veulent tenter d'imposer une vision différente au management d'entreprise avec plus ou moins de succès. Exactement, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les sociétés de gestion s'impliquent dans la stratégie et demandent des comptes, effectivement, puisqu'ils sont actionnaires, donc ils ont voix au chapitre. Alors après, il ne faut pas effectivement tomber dans la difficulté. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a mauvaise presse souvent, c'est que on dit, oui, mais souvent c'est pour ça que vous restez, c'est une justification pour rester, parce qu'effectivement, si vous partez, l'engagement, ça s'arrête, forcément. Bien sûr, ouais. Et donc souvent, ça peut être une mauvaise justification pour rester. Ça veut dire qu'on reproche au fond de trouver leur engagement une fois qu'ils sont dans le... Ouais, ou
capital en disant c'est une communication pour pouvoir rester en fait finalement au capital d'une entreprise qui fonctionne. D'utiliser l'argument de l'engagement pour rester de façon parfois abusive. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, et c'est un phénomène de place qui est intéressant, c'est le regroupement des sociétés de gestion pour peser de plus en plus lourd. C'est ce qu'on a vu notamment lors de la gestion Total. Vous avez mentionné Total, effectivement, il y a eu un regroupement. Et là, sur Orpea, c'est 15 sociétés de gestion qui se sont mis ensemble pour proposer 5 solutions à la direction pour avancer. Donc on voit qu'il y a des mouvements. Et puis les ONG se mobilisent pour essayer de regrouper les sociétés de gestion sur des thèmes importants. Donc on voit que ça avance et que les sociétés de gestion commencent à peser. Parce qu'évidemment, plus le poids est là, plus c'est intéressant et plus on va pouvoir avoir des impacts. Et c'est ça qui me semble intéressant aujourd'hui. Parce que dans la finance responsable, on parle beaucoup d'impact depuis des années. C'est ce qu'on cherche finalement. Bien sûr, on cherche à faire une différence. Et l'impact, le terme a été assez galvaudé. Du coup, on a travaillé sur une redéfinition de la notion d'impact, notamment liée, on dit c'est que pour le private equity, c'est que pour l'immobilier, parce que là, on peut vraiment voir la différence. Je crois qu'aujourd'hui, on peut envisager l'impact sur les sociétés cotées dans une optique plus large à travers l'engagement, parce que c'est là où on va faire une différence. Alors évidemment, Total, Orpea, c'est des monstres, c'est gigantesque, c'est très très difficile de faire. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire, lors de la dernière AG de Total, on a vu effectivement un plan de communication en amont d'un certain nombre de sociétés de gestion qui nous ont dit qu'elles allaient tenter de faire peser effectivement le vote en faveur de démarches encore plus responsables ou encore plus écologiques. Et elles ont reçu ce qu'on peut appeler une fin de non-recevoir, finalement. Finalement, ça n'a pas tellement influé la stratégie de Total par la suite. Et je crois que c'est là où le danger, aujourd'hui, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous me pardonnez l'expression, mais parce que derrière, c'est la partie immergée de l'iceberg, ce que j'évoquais, derrière, au niveau des sociétés plus petites, on voit, et je le vois quotidiennement dans mon activité avec les sociétés de gestion, il y a des progrès qui font. Ça avance sur les sociétés plus petites, sur les sociétés de pays émergents. Elles sont même parfois demandeurs. On voit des sociétés de gestion qui entament des dialogues où les entreprises leur disent, mais comment on peut progresser, dites-nous les meilleures pratiques, et tout ça, ça avance. Et je vous évoquais l'exemple aussi d'une société de gestion que j'ai rencontrée qui a réussi à faire rentrer des femmes dans un conseil d'administration au Japon où ça n'avait jamais été fait. Et je trouve ça, c'est un succès en tant que tel. Et c'est des petits succès comme ça. Alors malheureusement, effectivement, c'est pas toujours visible. Oui, parce que là, on parle de deux grandes entreprises françaises dont les scandales médiatiques ou la couverture médiatique fait qu'on en parle. Ce que vous dites, c'est qu'il y a plein d'autres sociétés où finalement il y a un engagement actionnarial quand même, ou un engagement finalement des sociétés de gestion, tout à fait, mais qui passe sous les radars. Exactement, ça avance. Et c'est pas, comme on l'évoquait au début, c'est pas que actionnarial. Parfois, sur certains marchés, quand vous êtes un très gros prêteur, et notamment par exemple, prenons l'exemple des marchés émergents, où parfois c'est vraiment important pour eux d'avoir des flux de dettes qui viennent de l'Occident. Et donc, ils sont très à l'écoute. Même dans ces cas-là, vous avez un poids. Alors, c'est pas le même poids que le poids actionnarial, mais il existe. Et d'ailleurs, le label ISR demande, donc c'est un pilier entier du label ISR, le pilier 4, qui demande qu'on participe à la vie des sociétés dans lesquelles on investit, que ce soit sous forme obligataire ou actionnariale. Donc, l'actionnarial, il est évidemment plus clair parce que vous avez un cadre réglementaire, vous allez aux AG, vous votez, mais le poids obligataire, il existe aussi et il est très important. Et je crois aussi qu'il faut rajouter une dimension à ça, parce que souvent on me dit oui, mais alors ça c'est que pour les gros investisseurs, c'est que pour les grosses sociétés de gestion. C'est encore faut-il avoir les moyens de pouvoir dire je pèse suffisamment au capital pour imposer ma vision des choses. Tout à fait. Alors ça déjà, il y a la logique de regroupement, puisqu'on voit que même des grosses sociétés de gestion, elles ne se suffisent pas en tant que telles. Il faut y aller en ordre de marche et il faut se regrouper, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Et puis je dirais même qu'à titre personnel, on peut tous faire quelque chose parce que nous, on a une autre forme d'engagement, c'est l'engagement vis-à-vis des sociétés de gestion nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas directement investi dans une entreprise, mais je suis investi dans un fonds ou dans une société de gestion qui va investir dans l'entreprise. Et à ce moment-là, moi, j'ai un dialogue à entamer avec la société de gestion, savoir ce qu'elle fait avec mon argent. Oui, mais est-ce que si je représente 0,001% des fonds de la société de gestion qui elle-même va représenter 2% des fonds investis dans l'entreprise, j'ai finalement un poids quand même avec mon engagement? Je crois qu'en se mettant, c'est la logique de la masse, c'est la logique aussi du crowdfunding que vous aborderez après, mais je pense qu'en ayant un effet de masse, on peut quand même faire avancer les choses et puis il faut faire entendre sa voix aussi. Donc je pense qu'on a tous voix au chapitre et c'est important de pouvoir en parler. Les entreprises ou les fonds, ils entendent effectivement cette idée maintenant de discussion autour d'un engagement, autour de valeurs communes, au-delà effectivement des exemples qu'on a donnés. Il y a une discussion plus ouverte aujourd'hui qu'il n'existait il y a quelques années? Ah oui, clairement, à tous les niveaux. À la fois en termes de réception de commentaires clients, c'est une chose qui avance. Et puis de l'autre côté, ce qui est clair, c'est qu'il y a 10 ans, vous étiez une société de gestion, vous appeliez une grosse entreprise pour avoir des renseignements sur l'extra-financier ou pour faire des remarques sur l'extra-financier, on vous fermait la porte au nez. Aujourd'hui, c'est porte ouverte. Alors je ne dis pas que c'est systématiquement, on va vous faire avancer. Si vous êtes une petite société de gestion française et que vous appelez Tesla, vous allez peut-être avoir quelqu'un au téléphone. C'est pas pour ça que vous allez changer la stratégie Tesla. Mais néanmoins, on va vous écouter et la masse, je pense, peut amener un effet de bascule qui est vraiment important. Encore une fois, c'est un volet
qui est récent de l'ESG, qu'on néglige et qui me semble vraiment important. D'autant que aujourd'hui, par exemple, revenons sur le label ISR, qui est un label que je connais bien, et puis encore une fois, vous avez reçu la présidente il n'y a pas très longtemps, donc c'est important pour les particuliers. Aujourd'hui, on oblige à la publication des résultats d'engagement du fonds. C'est-à-dire que chaque fonds doit publier combien il a engagé de sociétés, les résultats qu'il a obtenus, sur quel sujet. Et ça, c'est important. Alors, une question, parce qu'effectivement, il y a l'engagement, il y a des fonds actifs et puis il y a des fonds activistes. Alors, eux, ils ont très mauvaise presse. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Parce que les derniers exemples qu'on a en date de fonds activistes, ils ont fait dévisser une société qui s'appelle Solution 30 en bourse. Alors, effectivement, il y avait des soupçons de lien avec la mafia. D'ailleurs, on n'aura jamais, je pense, réellement le fin mot de cette histoire, puisque personne ne veut réellement se prononcer sur le sujet, où ils ont réussi, par exemple, à faire partir le PDG de Danone, Emmanuel Faber, et son conseil d'administration. Est-ce que là, on est toujours dans un engagement vertueux, dans une logique d'investissement responsable? Là, on est dans une logique de combat. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est un petit peu différent. Et j'allais dire de combat des deux côtés, parce que du coup, ça provoque des politiques évasives des entreprises qui essaient de se protéger vis-à-vis de ces gens-là. Je crois que déjà, il faut distinguer la thématique des fonds activistes, parce qu'on peut discuter aussi de... c'est bien d'être activiste, mais dans quel sens? Donc, on peut déjà discuter sur la thématique. C'est pas parce qu'on est activiste que ça va forcément dans le bon sens. Et puis là, vraiment, je pense qu'on est sur la pointe de la pointe, c'est une logique de combat. Alors peut-être qu'effectivement, ça vient d'une frustration. Ce qu'on disait, c'est que comment on ne peut pas faire évoluer les grosses entreprises, peut-être que la logique de bras de fer est la seule bonne à ce niveau-là. Ça, j'ai du mal à me prononcer sur ce cas-là. Ce que je constate, encore une fois, c'est que c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, malheureusement la partie la plus médiatisée. Et honnêtement, ce qui se passe au quotidien sur plein d'entreprises de taille moyenne ou de taille même grosse, mais qui sont très ouvertes et très à l'écoute, il se passe des choses extraordinaires. Et c'est aujourd'hui qu'on a moi, je trouve qu'on a les plus belles histoires dans la finance responsable. C'est sur cette logique d'engagement et de recherche d'impact très concret, quoi, de choses vraiment... des petits pas, mais qui permettent de faire quand même avancer les choses. Et vous viendrez nous en parler. On a parlé d'engagement. Je vous ai sorti effectivement des exemples médiatiques. Vous reviendrez nous montrer nous présenter des exemples moins médiatiques qu'on médiatisera ensemble. Merci beaucoup en tout cas, Kim Nguyen. Je rappelle que vous êtes le président de Kermit. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au secteur du crowdfunding en France, mais non plus seulement en France, à présent en Europe, puisqu'à partir du 11 novembre prochain, toutes les plateformes de crowdfunding européennes qui ne se seront pas mis au diapason de la nouvelle réglementation européenne qui a créé un nouveau statut, le statut du prestataire de services en financement participatif, ne pourront plus exercer. Et la mise au diapason, justement, ne se fait pas aussi simplement que l'on pourrait l'espérer. D'un côté, on regrette que pas suffisamment de plateformes de crowdfunding n'aient déposé de dossier pour obtenir ce nouveau statut avant la date butoir. Sur les 300 entreprises européennes, seules 20 ont déposé un dossier. Et de l'autre côté, le secteur du crowdfunding, et notamment le secteur du crowdfunding français, pointe le fait que les normes techniques pour correspondre à ce nouveau statut ne sont pas suffisamment claires. C'est en tout cas ce que disait la Fédération française du crowdfunding dans un article publié dans l'AGFI il y a 2 jours. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 2 plateformes de crowdfunding sur le plateau de Smart Patrimoine. Mathilde Clanzan, tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice générale de WeSeed. Un mot peut-être très rapide pour préciser ce que fait WeSeed. C'est vrai que dans le monde du crowdfunding, il y a différentes spécificités. WeSeed vous permettez d'investir dans des entreprises, dans des startups, dans des jeunes entreprises. Exactement. Donc WeSeed, on est la plus vieille plateforme en fait en France, donc une des plateformes pionnières. On a contribué notamment à l'émergence du financement participatif en France en 2014. Et on propose en effet à des particuliers d'investir à la fois dans des entreprises et dans des projets immobiliers, et donc à partir d'un ticket de 100 €. Et avec nous également pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Joachim Dupont. Bonjour Joachim Dupont. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes le PDG et le cofondateur d'Anaxago. Même question, très rapidement, comment est-ce qu'on pourrait définir Anaxago? Alors qui pareil fait partie des premières sociétés de crowdfunding en France. Comment est-ce qu'on définirait l'investissement chez Anaxago? Anaxago, c'est une société qui vient de fêter ses 10 ans et qui est une plateforme spécialisée dans l'investissement alternatif, qu'il s'agisse du capital risque, en finançant des entreprises très innovantes dans le secteur de la santé, du digital ou impact, et dans le secteur de l'immobilier, avec des projets qui nous caractérisent, qui sont des projets plutôt courts et avec des rendements entre 8 et 12% depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Donc c'est ce qui fait un petit peu ce que viennent chercher les investisseurs, c'est ça. C'est du très alternatif en ligne et de manière assez ludique. Donc vous existez tous les deux depuis une dizaine d'années, enfin les plateformes que vous dirigez aujourd'hui, vous avez vu ce secteur se développer en France.
ce secteur se développer également en Europe, au sein de l'Union européenne, de manière plus ou moins égale. Et aujourd'hui, on a cette réglementation qui arrive. La question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on s'adapte en tant que plateforme de crowdfunding, sachant que dès que je lis un article sur le sujet, j'ai l'impression de ne lire que des critiques sur ce nouveau statut. Alors je ne sais pas si ce sera les discours que vous porterez, mais j'entends que quand un tiers des entreprises européennes en matière de crowdfunding sont françaises, on aurait peut-être dû écouter, effectivement, regarder ce qui se faisait en France, qu'on aurait dû écouter le secteur français, que finalement, quand on veut déposer un dossier pour se mettre au diapason de ce nouveau statut, on ne sait pas exactement quelles sont les normes à respecter puisqu'elles n'ont pas été publiées, alors même que la date de mise en conformité, elle, a été publiée, c'est le 11 novembre prochain. Mathilde Iclanzan, première question pour vous. Concrètement, en tant que directrice générale de WeSeed, le 11 novembre devient une date butoir si vous voulez continuer votre activité. Est-ce que vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui pour vous mettre au diapason de cette nouvelle réglementation? D'abord, je crois qu'il faut quand même préciser que c'est une avancée. C'est une avancée que de faire connaître le crowdfunding au niveau européen, que d'harmoniser les statuts. Aujourd'hui, on a une Europe qui est en train de se construire. Donc, d'une manière générale, c'est plutôt un point positif. Et quand les plateformes, vous le disiez, aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme, c'est pas sur le fondement en lui-même de l'harmonisation de la réglementation, c'est plutôt sur la mise en pratique aujourd'hui. En effet, vous le disiez, on n'a pas encore reçu toutes les normes techniques. Donc il y a encore beaucoup de questions qui se posent. On a énormément de réunions avec le régulateur. Notre syndicat, donc France Finance Participative, est très impliqué sur le sujet, mais on n'a pas encore toutes les clés. Et il y a encore quelques sujets qui font qu'on ne sait pas encore comment est-ce que, quand on va déposer le dossier, exactement ce qu'il faut comment est-ce qu'il faut qu'on statue sur certains sujets. D'accord, on y reviendra peut-être après. Après, au niveau pratique, nous, ça fait un moment maintenant qu'on a commencé à lire, à prendre à tâche auprès du régulateur pour mettre en place ce dossier. Et alors, en tout cas, chez nous, chez WeSeed, on est entreprise d'investissement, on est prestataire de services d'investissement depuis 2016. Et cette réglementation aujourd'hui qui arrive, elle est finalement un peu plus allégée que celle que l'on avait mis en place. Donc, au niveau français. Au niveau français, d'accord. Exactement. Donc pour nous, c'est un peu, les exigences sont moindres que ce que l'on avait mis en place depuis 2016. Donc évidemment, on le voit de manière sereine et on a en plus structuré les équipes en interne. On a des équipes de contrôle interne, on a une compliance officer. Le contrôle interne fait partie intégrante en fait de notre organisation aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui c'est chronophage. On va déposer le dossier, mais il n'y a pas de crainte particulière. Et chez Anaxago, du coup, j'imagine que c'est la même chose. Il n'y a pas de crainte particulière, mais ce qui est mis en avant, d'ailleurs, c'est plus des lourdeurs administratives qu'une crainte du secteur français, puisque finalement, je pense que ça a été un des premiers en Europe à légiférer. Enfin, la France a été une des premières en Europe à légiférer sur le sujet. Il y a un petit peu le phénomène, une fois qu'on passe l'effet gueule de bois, de dire il va falloir tout changer. Non, pas forcément tout changer, c'est même la philosophie. C'est la France était le premier pays à légiférer. On est passé de 1 million d'euros de plafond jusqu'à 8 millions, c'était le plus élevé au niveau européen. Il y a deux gros marchés en Europe. Enfin, il y avait le UK et la France. Finalement, on s'adapte à un modèle plutôt anglo-saxon, qui est un modèle d'intermédiation pure, alors qu'on avait un modèle français de conseil aux investisseurs. Et là, on change de philosophie. Une fois qu'on a accepté qu'on changeait de philosophie, qu'on passait de 8 millions à 5 millions d'euros, oui, parce que c'est un des grands points, c'est pas le seul, mais effectivement, maintenant, toutes les plateformes au niveau européen ne pourront pas financer de projet à plus de 5 millions d'euros. Voilà, donc c'est un des grands points, sauf à faire appel à des investisseurs professionnels, et donc on sort un petit peu du pur modèle du crowdfunding, mais c'est quand même une partie importante maintenant de la collecte des plateformes. Donc une fois qu'on a passé ce point-là, il faut savoir aussi d'où on vient. Nous, on vient d'un modèle où il n'y a pas du tout de réglementation, qu'on a créé de toutes pièces en 2013-2014 avec les acteurs du secteur, et donc que tout ne soit pas encore écrit. Vu d'où on vient, pour nous, ça ne nous choque pas forcément. Effectivement, de la même manière, on est société de gestion de portefeuille, on est conseiller d'investissement financier, donc on est très régulé. Et donc, effectivement, ce statut européen, il est presque plus léger que les statuts français auxquels on a adhéré jusqu'à présent. Mais pour autant, si je reste sur ce montant de 5 millions d'euros, c'était 8 millions d'euros en France, on passe à 5 millions d'euros. Ça veut dire que le secteur français, alors je reprends les chiffres effectivement de France Finance Participative qui dit qu'un tiers globalement des sociétés de crowdfunding au niveau européen sont françaises. Elles étaient toutes sur 8 millions d'euros. Qu'est-ce que ça va impliquer le fait de passer à 5 millions d'euros? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir sortir certains projets? Est-ce qu'il va falloir s'adosser à une société de gestion? Est-ce qu'il va falloir revoir sa façon même de ses stratégies d'investissement en interne? Peut-être vous, Joachim Dupont, pour commencer. C'est un peu la démarche qu'on a initiée depuis nous quelques années, c'est créer une société de gestion de portefeuille pour déjà pouvoir co-investir sur des projets plus importants, puisqu'en fait, plus les projets vont avoir des montants significatifs et potentiellement plus d'entreprises où les opérateurs sont matures, et donc ça présente un risque qui est aussi mieux maîtrisé.
Et donc les 5 millions d'euros, ça veut dire qu'on va réserver la partie réservée aux investisseurs privés, 5 millions d'euros. Et après, on pourra toujours avoir des investisseurs professionnels ou des fonds qui co-investiront dans les projets. Mais objectivement, c'est ça, c'est pas une bonne nouvelle oui, puis pour le surtout, secteur français. Surtout, stratégiquement, Mathilde Clanzan, j'imagine que quand même, ça veut dire qu'on passe de 8 à 5 millions d'euros. On doit donc s'adosser à une autre structure qu'on peut avoir en interne ou qu'on doit aller chercher à l'extérieur d'investissement. Et en plus de ça, vous l'avez mentionné, Joachim Dupont, comme on est en train de passer sur un modèle anglo-saxon, le sujet accompagnement, conseil de la société de crowdfunding, de la plateforme de crowdfunding, disparaît au profit d'une simple plateforme d'intermédiation. Donc c'est quand même un changement de paradigme un peu pour les sociétés françaises qui avaient fait le choix d'aller sur des montants plus élevés et d'accompagner. Ça fait des années qu'on se structure en tant que conseiller en investissement, progressivement, que conseiller d'un investissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non, on sera ce qu'on appelle RTO, réception transmission d'ordre, donc c'est un changement de paradigme. Sur les 5 millions d'euros, la problématique est que ça va à l'inverse du marché aujourd'hui. C'est en ça qu'on regrette de ne pas avoir été beaucoup plus consulté, parce que le crowdfunding, et notamment immobilier, parce que c'est essentiellement de cela dont on parle, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs de la promotion, marchands de biens qui nous contactent. Bien sûr. Et en fait, ça va même à l'inverse de l'intérêt de l'investisseur. Alors que le fondement, c'est de protéger l'investisseur. Généralement, quand on régule ou quand on légifère sur un sujet investissement, je suis d'accord avec vous, on rajoute du conseil, on rajoute de l'information, on rajoute de la transparence sur ces sujets-là. Là, on l'enlève complètement, effectivement. Oui. Après, la logique, c'était quand même le fondement du crowdfunding, c'était de donner accès à des opérations, à des investissements qui avant étaient réservés, comme tu le disais, à des clientèles professionnelles. Aujourd'hui, donc, on a donné accès à des investisseurs particuliers sur des opérations qui sont avec des montants de plus en plus importants. Et rappelons juste que sur un opérateur qui aujourd'hui vient nous chercher sur des montants de fonds propres qui peuvent aller jusqu'à 8 millions d'euros, ça veut dire que ce sont des opérateurs qui sont plus structurés, avec souvent des fonds propres qui sont plus élevés, donc des opérations qui sont moins risquées. Donc on va à l'inverse en fait de la. D'accord. Je comprends. Pour enlever du risque en fait, exactement pour l'investisseur. Exactement. Sachant que faut le rappeler, quand on parle d'immobilier, les promoteurs immobiliers viennent voir des plateformes de crowdfunding essentiellement pour aller chercher un apport pour ensuite aller réaliser un emprunt bancaire, un apport qui va être un pourcentage du montant total du projet. Donc ça veut dire que si je fais un rapide calcul, si je peux aller jusqu'à 5 millions d'euros en crowdfunding, mettons c'est quoi, c'est 10% d'apport pour ensuite 90% d'emprunt, quelque chose comme ça 80% des 20% d'apport. 80% des 20% d'apport, donc en fait on peut aller financer quoi, jusqu'à 20 millions d'euros finalement, pas plus de 20 millions d'euros de projet, quelque chose comme ça, ou après il faut s'adosser à une société de gestion pour pouvoir aller financer quelque chose de plus conséquent. Il faut raison garder aussi dans le gros des projets aujourd'hui sont inférieurs à 8 millions d'euros. C'est le gros du marché actuel. Donc on était en train d'arriver. Et ils sont inférieurs à 5 millions d'euros également ou quand même... je pense que les projets, il faudrait regarder le projet moyen en nombre. Effectivement, il y a beaucoup de petits projets. Oui, le projet moyen, c'est 1 million d'euros. En tout cas, sur 2021, ça. Donc, ça ne remet pas tout en cause non plus. Ça ne remet pas tout en cause. Mais ça va à l'inverse de la dynamique. Voilà, ça casse un petit peu la dynamique. Et surtout qu'on vient d'un univers où la France était pionnière en réglementation, sur sa capacité à réglementer dans un secteur innovant, avec des acteurs qui se structurent, une collaboration entre le privé et le public qui se passe très bien. Là, on revient un petit peu en arrière et on tombe un peu dans le travers européen, le fameux travers dont on nous parle beaucoup. Le fameux effet gueule de bois où effectivement, d'habitude, quand on légifère au niveau européen, on regarde ce qui se passe en France. Bon, là, c'est pas ce qui a été fait. Ouais. Effectivement. Joachim Dupont, j'ai envie de continuer avec vous. Alors, quels sont les... Là, donc, jusqu'au... Si ça n'est pas décalé d'un an, parce qu'il y a aussi cette possibilité, effectivement, que la mise en conformité vis-à-vis donc, de ce statut prestataire de service de financement participatif, soit décalé d'un an. Aujourd'hui, pour déposer un dossier, quels sont les points bloquants quand on parle de normes techniques? Quels sont les points bloquants? Nous, notre univers, c'est de gérer la complexité dans l'investissement, dans la technique, dans le web, et proposer aux investisseurs d'investir dans le non-coté de manière aussi simple que le coté. Donc, en fait, on vient d'un univers complexe. On s'est créé il y a 10 ans, donc c'est très personnel, mais il n'y a pas de point bloquant dans l'absolu. Il y a peut-être des zones d'ombre, il faudra trancher, mais c'est notre métier au quotidien d'entrepreneur. Donc, je ne vois pas de point bloquant qui ferait qu'on ne pourrait pas sortir. Est-ce qu'on sortira de manière parfaite l'ensemble des enjeux techniques? Il y a beaucoup d'enjeux techniques, il y a des enjeux de conseil qu'on va devoir abandonner, il y a tout un sujet de gestion des fameux KYC, la connaissance de son client. On change de paradigme, et donc comment on communique à nos clients le fait qu'ils seront plus conseillés, etc. Ou est-ce qu'on maintient un conseil sans la réglementation? Même si ce n'est pas exigé, oui, voilà, pour moi, c'est plus des choix d'entreprise. Et effectivement, on aurait un délai un peu plus long. Tout le monde serait forcément plus à l'aise parce que c'est un changement qui est assez brutal.
Maintenant, si c'est la contrainte réglementaire, parmi les premiers acteurs du secteur, on s'y pliera et le dossier est prêt et on s'y pliera. Donc vous dites globalement, si on pouvait avoir un délai plus long, ce serait mieux, mais s'il n'y en a pas, on fera avec, quoi. Pas dans l'habitude de trop se plaindre, donc on essaie de pas trop se plaindre, mais c'est plus une philosophie. Mais dans l'absolu. Oui, mais moi j'essaie de comprendre quand même pourquoi est-ce que dès que je lis des articles sur le sujet, il y a quand même un besoin effectivement d'exprimer un malaise du secteur. Même question, Mathilde Clanzan. Donc est-ce que vous allez me dire qu'il n'y a aussi pas de point bloquant sur le sujet? Non, bloquant, je suis assez d'accord avec Joachim. On fera avec, on a toujours fait avec, et on collabore très bien avec les autorités aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que vraiment à partir du 11 novembre, on ne pourra plus opérer. C'est pas vrai. Ce serait, en tout cas, ceux qui le souhaitent pourront continuer à opérer. Chez nous, il reste des zones d'ombre dans le sens où, comme le disait Joachim, nous, on fait aussi du private equity. Donc, on propose d'investir dans des sociétés à impact, dans la santé, dans la transition énergétique, dans lesquelles on propose de prendre des participations, de devenir actionnaire. Bien sûr. Et pour ça, on avait un montage sur lequel on montait des holdings d'investissement qui regroupaient les investisseurs et qui nous permettaient de représenter les actionnaires auprès des dirigeants. D'accord. Et aujourd'hui, la règle sur le conflit d'intérêts fait qu'en tant que plateforme, on ne pourra plus investir, même si c'était des montants infinitésimales, voilà. Mais en tout cas, on représentait l'investisseur. Aujourd'hui, ce sont des vraies questions sur les conflits d'intérêts versus alignement des intérêts. C'est-à-dire que nous, on considère, par exemple, qu'en tant que plateforme, on a un rôle de représentation de la masse et donc de protection de l'investisseur aussi face, entre guillemets, pas aux dirigeants, parce qu'évidemment, tout le monde est coopératif dans l'histoire et c'est l'objectif, c'est de fonctionner ensemble. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est quelle place la plateforme va pouvoir prendre dans ce schéma-là. Et on n'arrive pas vraiment à avoir des réponses. Ou en tout cas, les réponses aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. Est-ce qu'on revient dans cette logique de ça n'est qu'une plateforme de mise en relation et on ne sort pas de ce rôle-là? Et donc effectivement, des montages comme celui-là sont remis en question. Exactement. Là où nous, on pense qu'on a une vraie valeur ajoutée dans la défense de l'investisseur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir détaillé en plateau un petit peu les différents points bloquants. Alors on n'a pas pu tout traiter, mais je voyais effectivement qu'il y avait des sujets effectivement de simuler la capacité à supporter des pertes. Mais bon, ça j'imagine que vous le disiez, c'est aussi des sujets d'entrepreneurs, de regarder avant si on peut supporter les pertes ou non d'un investissement. Je rappelle quand même qu'on a mentionné un certain nombre de rendements. Chaque rendement est associé à un risque. Ça effectivement, j'imagine que dans les accompagnements que vous faites aux épargnants, vous le rappelez à chaque fois. Merci en tout cas Joachim Dupont, PDG et cofondateur d'Anaxago. Merci également Mathilde Clanzan, directrice générale de WeSeed. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.